Bonsoir à tous, l'actualité de ce dimanche 11 avril 2021. Coup d'œil sur la transhumance du bétail dans la région du Folon qui s'organise avec le concours des autorités. Éleveurs et agriculteurs mènent une cohabitation exemplaire. Vous allez le voir dans notre dossier du jour dans quelques instants. Fin aujourd'hui des funérailles du Premier ministre Amadou Gon Coulibaly à Korogo. Plusieurs délégations conduites par des membres du gouvernement ont apporté leur soutien à la famille du défunt. Ces obsèques ont démarré le 31 mars dernier. Et puis les Béninois sont appelés aux urnes. Plus de 5 millions d'électeurs étaient appelés aux urnes aujourd'hui. Une journée de vote qui s'est déroulée dans le calme. 3 candidats en lice, dont le président actuel, Patrice Talon. L'opposition a vu plusieurs de ses candidatures invalidées. Bienvenue dans cette édition. On démarre tout de suite avec ce communiqué émanant du Sénat. Monsieur Jeannot Ahoussou Kouadio, président du Sénat, convoque, mesdames et messieurs, les sénateurs à la séance plénière relative à l'ouverture de la session ordinaire 2021 qui se tiendra le mardi 13 avril 2021 à 10h à la Fondation Félix Houphouët-Boigny pour la recherche de la paix à Yamoussoukro. Ce communiqué tient lieu de convocation individuelle fait à Yamoussoukro le 6 avril 2021. La CADA, Coordination africaine des droits de l'homme pour les armées, renforce les capacités des forces de défense et de sécurité. Elle a lancé à Yamoussoukro sa campagne de dissémination du matériel des meilleures pratiques concernant la création et la gestion des mécanismes nationaux pour la prévention des génocides et des atrocités de masse. Abou Sanogo. Prévenir toute situation pouvant déboucher sur la commission d'atrocités ou de crimes de masse. C'est le sens de la campagne de dissémination du manuel des meilleures pratiques concernant la création et la gestion des mécanismes nationaux pour la prévention des génocides et des atrocités de masse. Campagne initiée par la CADA, la Coordination africaine des droits de l'homme pour les armées. 30 officiers et 30 sous-officiers issus des forces de défense et de sécurité, des douanes ivoiriennes, de la flore et des forêts ont été formés et sensibilisés sur la dissémination du manuel de bonnes pratiques pour l'établissement et la gestion des mécanismes nationaux pour la prévention des génocides et des atrocités de masse. Cette campagne va donc contribuer à accroître la capacité de prévention en Afrique et au-delà par la diffusion et l'appropriation du dit manuel et permettra donc d'informer les personnels des armées sur la justice pénale internationale et nationale et également sur les grands axes du code d'éthique et de déontologie du militaire. Il y a de bonnes pratiques dans ce manuel. C'est d'abord tout ce qui va servir à prévenir la sensibilisation des populations, l'appropriation des textes nationaux qui, n'est-ce pas, répriment ces violations des droits de l'homme, mais aussi la poursuite des auteurs et la réparation des victimes. Les apprenants saluent la tenue de cette rencontre. Nous, apprenants, nous sommes les ambassadeurs des différents corps auprès de nos chefs et nous assurons que nous saurons transmettre fidèlement tous les acquis à nos chefs, nos hommes et même la population. Cette rencontre a été organisée par la CADA en partenariat avec l'Action mondiale sur les atrocités de masse. Après l'attaque terroriste à Kafolo, les forces de défense et de sécurité souhaitent une franche collaboration avec les populations de Kong. Une rencontre a eu lieu en ce sens. Les populations sont appelées à dénoncer tous les mouvements suspects. Kader Sogodogo. Abdraman Tiemoko Berté, le maire de Kong, avec à ses côtés le corps préfectoral et d'autres élus, rencontrent la population de la localité. Sur la table, des actions de développement qui contribuent à rebâtir Kong. Une rencontre dominée également par la récente attaque terroriste perpétrée dans le département, notamment à Kafolo, la deuxième du genre en moins d'une année. Si les forces de défense et de sécurité sont en alerte, il va sans dire qu'une collaboration des populations en termes de renseignement est souhaitée. Nous exhortons les populations à être des acteurs d'information, à donner l'alerte, à collaborer avec les forces de défense et de sécurité pour qu'ensemble, nous puissions juguler ce fléau en permanence. Parce que c'est une question de veille permanente. Pour sa part,
la municipalité est au travail avec de nombreux projets en fin de réalisation. Un nouvel abattoir, un nouveau marché, Kong continue sa mue. Nous avons recensé plus de 17 projets et nous avons mis 2021, en tout cas, sous le signe de l'action forte et de l'action visible. L'innovation majeure, c'est que nous avons mis en place une cellule de suivi des projets, ce qui nous permettra d'avoir des résultats tangibles en des temps records. À Kong, la vie suit son cours normal. La localité est résolument tournée vers son développement. C'est clair, aucune action terroriste ne viendra entacher cet idéal. Je le disais en titre, dans notre dossier de ce jour, nous parlons de transhumance du bétail vers une solution. Dans la région du Folon, frontière du Mali et du Burkina Faso, éleveurs et agriculteurs s'accordent. Eugène Atoubé. À l'entrée de la ville d'Odjéné venant de Minignan, nous rencontrons un troupeau de bœufs en train de paître dans une prairie. Le bétail y a été conduit par des pâtres depuis le Mali, après plus de 100 km de traversée de villages, campements et hameaux, à la recherche de nourriture en cette période de sécheresse. Quand nous convoyons les bœufs, on nous demande de les mettre dans un pâturage. Il arrive que nous traversons les champs, mais nous nous efforçons de ne pas les détruire afin d'éviter tout problème. Nous avons traversé la frontière du Mali pour arriver ici à Odjéné. On va vendre quelques bœufs. Le reste va être chargé dans les camions pour aller ailleurs, Guiglo et Diokoué par exemple. Chaque année, dès le mois de décembre, on peut voir dans la région du Folon les déplacements de bétail en provenance du Mali en vue de rejoindre les zones de pâturage. Cette transhumance est visible le long des 220 km de frontière que la région du Folon partage avec la Guinée et le Mali. On a fait notre poste avancé au niveau de Kimberla Nord, mais il y a une porosité au niveau de la frontière. Les animaux passent un peu partout. Il y avait des pistes qu'on appelait couloirs de transhumance. Mais nous, quand nous sommes arrivés, on n'a pas vu les traces. Ces couloirs partaient du Mali pour traverser la région et partir sur Odjéné. Un couloir passait à Minignan et il y a un autre couloir qui passait par Tienko, Kayanso pour aller sur Odjéné. Mais ces couloirs ont disparu, mais il y a aujourd'hui beaucoup de tentatives ont été menées pour tracer ces couloirs. Ce sont entre 15 et 20 000 têtes de bétail qui traversent la région du Folon chaque mois à partir de décembre jusqu'à fin avril, dans l'attente des premières pluies. Cette migration saisonnière impacte fortement les rapports entre population et éleveurs au regard des dégâts de culture qu'occasionne le passage des bêtes. Le bœuf vient, il est au Mali là-bas, il ne gâtait pas le chien là-bas. Quand il est arrivé ici, il gâtait le chien. Chaque jour matin, monsieur le maire est là, jusqu'à 22h, 23h, on est là pour calmer les gens. Et très souvent, quand les troupeaux rentrent, ils ne sont pas sous contrôle du ministère des Ressources halieutiques. On a organisé même les villages. Naturellement, tous les villages ont une fourrière. Quand il y a des dégâts, on essaie de prendre les bœufs, pour les mettre dans la fourrière, le temps de régler le problème. À la vérité, les troupeaux n'empruntent plus les couloirs de transhumance, abandonnés depuis belle lurette. Conséquence, difficile d'exercer un réel contrôle sur les déplacements des bêtes convoyées sur la ville d'Odjéné, traversant Kagnasso et Minignan via Tienko. Tienko où justement il existait un poste de bétail, aujourd'hui abandonné et presque en ruine. On n'est pas étonné que devant cet abandon d'un circuit officiel né d'une réglementation, rien en termes d'infrastructure ne soit prévu comme accompagnement de la transhumance. Il s'agit notamment d'espaces de ravitaillement des troupeaux en eau et fourrage et des parcs de nuit. L'absence de cet accompagnement, plus que nécessaire durant leur parcours migratoire, demeure un facteur de conflit entre éleveurs et agriculteurs. Actuellement, les champs d'anacades se sont démultipliés. Partout, les animaux ne peuvent plus passer. S'il y a des zones bien indiquées où les animaux peuvent aller brouter, je pense que ça peut aider la population. Nous l'avons soumis au conseil régional, même à toutes les mairies du Folon.
Je crois que chacun à son niveau est en train de se battre pour nous faire sortir quelque chose. Nous avons demandé aussi que chaque village crée une petite prairie, un point d'eau. Je veux parler des barrages à usage pastoral. Si tu as fait ta prairie, tu peux même gérer ça avec le transhumant. Le gouvernement a décidé de créer des couloirs de transhumance que doivent emprunter tous ces éleveurs qui quittent du Mali vers la Côte d'Ivoire. Il faut en aval créer des parcs pour les pâturages. Il suffit seulement d'appliquer les textes qui existent. Il appartient aux collectivités de refaire ce parc-là, puisqu'ils y perçoivent des taxes. Une vingtaine d'années plus tôt, les populations de la région du Folon étaient loin de s'imaginer que leur village et campement allaient devenir le théâtre de conflits orchestrés par la question de transhumance. D'autant qu'avec le poste de bétail de Tienko, construit du temps de la défunte Osseux de Prat, société de développement de la production animale, véritable poste de transit qui comprenait à la fois un abattoir, un hangar de pesée, un bloc de vérification de l'état sanitaire des animaux, un quai d'embarquement et un parc de nuit. Les bêtes à bord de camions étaient convoyées vers diverses destinations dans tout le pays. L'infrastructure générait des emplois directs et indirects. Elle constitue même pour la région du Folon une opportunité économique. La préoccupation aujourd'hui des populations, cadres et autorités administratives est comment maîtriser et contrôler la transhumance pour juguler la récurrence des conflits liés aux dégâts de culture. La plupart des espaces sont occupés aujourd'hui par les anacadiers. Si on pouvait nous aider pour qu'on n'a qu'à faire des palicomes pour que les animaux mangent ça, c'était bon. Nos animaux vont trouver à manger et les animaux du Mali aussi, ils vont trouver à manger. Nous avons décidé donc de mettre un guichet unique avec des couloirs bien définis et des couloirs consensuels acceptés de tous. De telle sorte que les collectivités que sont le conseil régional et les mairies, le corps préfectoral, les forces de défense et de sécurité, la chefferie des villages, les jeunes et l'association des éleveurs puissent être à la même table de négociation pour identifier les problèmes de chacun, afin qu'on puisse vraiment juguler le problème pour trouver une solution idoine. Le guichet unique de la transhumance est attendu comme l'aboutissement d'un processus est toujours en cours. Autorités préfectorales, collectivités décentralisées, forces de défense et de sécurité, chefferies et jeunes des villages, associations d'éleveurs sont engagés pour mener la réflexion et, in fine, proposer une solution sur le mode du consensus. À la clé, un système unique du fonctionnement de la transhumance, générateur de devises pour le conseil régional avec retombées immédiates pour les populations. Les commissions sont mises en place au niveau des villages. Quand il y a un conflit, c'est le village qui est d'abord saisi et après le village, quand ça parvient au sous-préfet, un PV est fait. C'est pour nous un progrès qu'il faut saluer. Ce n'est pas seulement les transhumants qui font des dégâts, mais de plus en plus, les parcs sédentaires aussi, par la rareté vraiment des substances en saison sèche, vraiment posent des problèmes aussi de dégâts de culture. C'est de voir comment on puisse vraiment trouver des solutions par rapport à nos parcs à bétail qui sont des parcs vraiment sédentaires. Là aussi, il y a du travail à faire. En attendant l'établissement dans la région du Folon d'un guichet unique de la transhumance, les animaux se contentent des prairies naturelles. Pour autant, les heurts entre éleveurs, transhumants et agriculteurs ont considérablement diminué et les populations sont appelées à créer des champs de palicum en expérimentation dans la région, notamment dans la localité de Sokoro et Banankoro. En perspective, accompagner le guichet unique et offrir aux populations une autre source de revenus. À présent, les chiffres concernant la maladie à coronavirus en Côte d'Ivoire. Le ministère de la Santé et de l'Hygiène publique a enregistré ce dimanche 11 avril 2021 61 nouveaux cas de Covid-19 sur 4252 échantillons prélevés, soit
1,4% de cas positifs, 156 guéris et 2 nouveaux décès. À la date du 11 avril 2021, la Côte d'Ivoire compte donc 45 206 cas confirmés, dont 44 629 personnes guéries, 263 décès et 314 cas actifs. Le nombre total d'échantillons est de 556 152. Le ministre de la Santé et de l'Hygiène publique invite toutes les personnes à plus de 18 ans à se faire vacciner. Dans le cadre du Dimanche Magazine de ce jour, Herman Guivet a reçu le docteur Auguste Didier Blibolo, enseignant-chercheur. Ils ont parlé des grossesses précoces et les violences sexistes chez les adolescents. Voici un extrait. Ces questions relatives aux violences sexuelles, sexistes et à la santé sexuelle reproductive et aux grossesses précoces sont des défis majeurs pour notre pays, mais aussi pour le monde entier. Parce qu'il faut savoir que près de 14 millions d'adolescentes deviennent mères et 90% de ces adolescentes sont dans les pays en développement. Et les questions de violence sexuelle sont très récurrentes en Côte d'Ivoire, si bien que les autorités sanitaires en ont fait une priorité. C'est un projet qui est bâti autour de 3 grands axes. Un axe de recherche au départ des interventions, une phase d'intervention pilote et une dernière phase de recherche évaluative. Notre étude a visé uniquement les adolescents et les adolescentes de 16 à 19 ans de la région du Haut-Sassandra et a porté exclusivement sur les connaissances, attitudes et pratiques en matière de violence sexuelle, de santé sexuelle reproductive et de grossesse précoce dans ce milieu de personnes. La solution que nous préconisons, parmi plusieurs solutions qui existent, c'est qu'il faut agir sur les connaissances des adolescents eux-mêmes pour les amener à être autonomes face aux violences, face aux problèmes de santé sexuelle reproductive et face aux problèmes de grossesse précoce. Parce que jusque-là, c'est des interventions extérieures qui ont été menées pour pouvoir les protéger, mais nous pensons qu'il faut eux-mêmes leur donner les moyens intellectuels pour pouvoir se protéger. C'est aujourd'hui qu'ont pris fin à Korogo les funérailles traditionnelles du Premier ministre Amadou Gon Coulibaly. À ces obsèques qui ont débuté le 31 mars dernier, des délégations sont venues de tout le pays apporter réconfort à sa famille. Ce week-end, plusieurs délégations de la CEDEAO se sont rendues à Korogo. Ami Sissoko. 2 semaines bientôt que le balafon résonne à Korogo. Les poros et les masques sillonnent la ville et différents rites sont exécutés. Korogo pleure son fils Amadou Gon Coulibaly dans la pure tradition sénoufo pour la seconde fois, mais pas seul. Depuis le jeudi 8 avril à la place Gondala au quartier Soba, les délégations venant de toutes les régions du pays ainsi que de la CEDEAO se succèdent pour traduire compassion et réconfort à la famille Gon Coulibaly. Chacun d'entre nous ici représente un auxiliaire à côté du chef de canton. Donc cette ouverture qu'on a avec la famille nous permet aujourd'hui d'avoir cette grande quiétude ici à Korogo. L'homme a été trop tôt arraché à notre affection. Nous le pleurons tous les jours. Nous gardons de l'homme donc un homme d'État, un homme engagé, un travailleur acharné. Chaque région est venue apporter sa contribution pour le repos de l'âme de celui que l'on appelait affectueusement AGC ou le lion. Entre autres, Lamé, avec plus de 60 têtes couronnées, en passant par l'Agnibi Tiassa, le Sud Komwe et l'Indéni Djoablé avec son abondant. L'ex-chef du gouvernement ayant passé une partie de sa vie scolaire à Dabou et son père ayant des liens très étroits avec Philippe Grégoire Yassé, ex-président du Conseil économique et social,
Les grands ponts ont effectué massivement le déplacement avec à leur tête le ministre Esmel Essis. Amadou Gonkulbali était aussi membre de la génération Obojoro et président d'honneur de l'association des Obojoro de Dabou. Il était plus qu'un frère de génération, un frère par la tradition, un frère par l'histoire, un frère au niveau professionnel. Et les grands ponts, qui comprennent donc le département de Jacquesville, de Grand Laou et de Dabou, ne pouvaient pas ne pas être présents à ces grandes cérémonies traditionnelles. Les alliés du district du Zanzan, à savoir le Gontougo et le Bunkani, n'ont pas dérogé à la règle. À leur tête, le ministre d'État Adjoumani Kwasi Kobenan et la ministre Niale Kaba ont effectué le déplacement avec 3 danses traditionnelles. Des danses qui ne sortent qu'à de grandes occasions pour magnifier l'homme. Avant sa mort, il était venu dans le Gontougo pour poser la première pierre de l'université qui aujourd'hui est en train de prendre des allures heureuses. Nous étions devenus des frères et donc il est tout à fait normal que nous soyons là pour prendre notre part de deuil. Pour soutenir la famille, des dons en nature et en numéraire ont été effectués par les délégations. La famille Gonkulbali a exprimé toute sa gratitude à tous ceux qui ont pris part aux obsèques de AGC. C'est un mot de remerciement et de reconnaissance de l'ensemble de la famille vis-à-vis de toutes ces délégations pour les signes d'affection et les nombreux dons qu'ils ont fait à la famille. C'est un grand merci à la Côte d'Ivoire, à tout le monde. Un grand merci au président de la République. Amadou Gonkulbali est décédé le 8 juillet 2020. Il a été inhumé le 17 juillet. Ses funérailles traditionnelles prennent fin ce dimanche 11 avril. Parlons à présent de religion. Les chrétiens évangéliques du ministère prophétique de la parole à Yopougon ont célébré la première édition de la fête des moissons. Un moment mis à profit pour dire merci à Dieu et prier pour la cohésion sociale en Côte d'Ivoire. Jean-Marc Djadji. C'est dans une ambiance de chant et de danse que les fidèles chrétiens du ministère prophétique de la parole ont célébré leur fête de moisson. Ce fut un moment d'exhortation et de reconnaissance à Dieu. Les autorités ecclésiastiques de cette communauté ont exhorté les fidèles à être des agents de paix et d'intégration religieuse. Je voulais profiter de l'antenne et exhorter la foi de tout un chrétien de s'attacher au Seigneur et de croire réellement que le Seigneur Jésus-Christ est déjà ressuscité et nous voulons à travers ce moment solennel dire merci à Dieu. C'est le lieu pour moi en tant que fidèle musulman, de venir les saluer et surtout de les exhorter à cultiver la paix, non seulement au sein de l'Église, mais aussi à prier pour la Côte d'Ivoire, pour que la cohésion sociale, la paix demeure partout en Côte d'Ivoire. La célébration de la fête des moissons pour ces fidèles chrétiens est à sa première édition. Rentrée solennelle ce dimanche du comité exécutif de l'Association des élèves et étudiants musulmans de Côte d'Ivoire. L'AUMC s'engage à relever les défis de la formation et de la pérennisation de l'identité islamique en milieu scolaire et universitaire. Jean-Marc Djadji. Plus d'une centaine de jeunes mobilisés pour cette rentrée solennelle de l'Association des élèves et étudiants musulmans de Côte d'Ivoire, AUMC. Cette réunion est l'occasion pour ses membres de présenter les 5 organes centraux et de se projeter pour le mandat 2020-2022. L'AEMC souhaite améliorer la mobilisation et la formation des jeunes musulmans. Le bilan des activités des années antérieures reste positif, mais des défis restent encore à relever, selon le conseil d'administration. Pour cette nouvelle mandature, c'est la continuité, mais également nous avons le défi de la construction et de la rénovation du siège de l'AMC, qui est basé à la mosquée Anneau. Donc on appelle tous les militants, sympathisants, adhérents de l'AMC à se mobiliser autour de ce projet qui va permettre de donner un nouveau visage à notre organisation, qui est une organisation mère de toutes les structures islamiques en Côte d'Ivoire. L'AMC, c'est la transformation des élèves et étudiants pour qu'ils soient des modèles dans la communauté. L'amicale des anciens de l'AMC, par la voix de son porte-parole, Fosseni Dambélé, et le parrain Sidiki Konaté,
ont encouragé la nouvelle génération à pérenniser les acquis. Je vois le progrès qui a été accompli pour encadrer les élèves et étudiants musulmans. C'est une des associations stables qui produit des jeunes Ivoiriens solidement ancrés dans leur foi, mais respectueux aussi de la valeur de laïcité de notre pays. Je voudrais donc leur dire de persévérer, d'être endurants et surtout qu'ils pourront bénéficier de l'appui, des conseils, de la présence aussi de nous, les anciens. L'Association des élèves et étudiants musulmans de Côte d'Ivoire compte à ce jour 1000 sections et 30 secrétariats dans les 31 régions du pays. Autre volet de l'actualité, les Béninois ont voté ce dimanche pour élire leur président. Patrice Talon, le président sortant, affronte deux autres candidats. Les poids lourds de l'opposition sont absents de la course au fauteuil présidentiel, leur candidature ayant été invalidée par la Cour constitutionnelle, faute de parrainage. Sur cette journée de vote, retrouvons sur place notre envoyé spécial, Michel Digri. Il est 8h ce dimanche quand notre équipe de reportage arrive dans ce centre de vote situé au quartier Akbakba. La cour est clairsemée. À 7h de la journée, c'est plutôt la paroisse Saint-Pierre-Paul de Yinawa, juste dans le centre, qui est animée. Des chants et prières pour le Bénin en cette période sensible d'élection présidentielle. Je suis venu prier et demander la paix pour mon pays. Et je m'apprête à aller voter. Et que le meilleur gagne. Que Dieu lui-même donne celui qui va gouverner ce pays. Que nous ayons la paix. Retour dans le centre de vote où quelques électeurs portent leur choix dans les urnes. Je suis un enseignant. Je suis venu accomplir mon devoir de citoyen. Pendant ce temps, les candidats à ce scrutin présidentiel sont dans leur lieu de vote respectifs. J'ai espoir que aujourd'hui encore, ce sera un grand jour. À la fin, on constatera que les intimidations, les peurs n'ont pas servi à grand-chose. Je crois que les forces de l'ordre de sécurité ont bien géré la situation. Ils ont gardé le calme qu'il faut. Ces enfants qui ont été manipulés, ces jeunes qui ont fait l'objet de tristes manipulations, ont pu être maîtrisés avec beaucoup de compétences d'expertise. J'avais menacé de me retirer du processus si le gouvernement ne prenait pas des mesures adéquates pour faire cesser les violences, surtout dans le nord du pays. Et à la date d'aujourd'hui, ou alors ce dimanche 11 avril, et apparemment, pour ce que j'ai comme information, les violences ont cessé. Je n'ai pas de nouvelles alarmantes. Et c'est pour ça que je suis venu voter. Aux alentours de 13h, l'affluence dans les bureaux de vote n'est toujours pas au rendez-vous. Les quelques électeurs rencontrés, eux, attendent beaucoup du président qui sera élu. Je souhaite vivement qu'il soit à l'écoute de son peuple, ce qui est majeur. Ensuite, qu'il partage les aspirations de son peuple, une meilleure gouvernance qui passe par le retour des bonnes valeurs. Que ce soit X ou que ce soit Y, que celui qui sera élu, et lui et toute son équipe pour diriger le pays, puissent travailler pour la paix et la cohésion dans le pays. Il faut que le futur président crée des conditions pour qu'il y ait de l'investissement dans le pays afin que les jeunes puissent trouver de l'emploi. Le taux de participation, le principal défi de ce scrutin au regard de la faible mobilisation. À présent, le 7 sur 7, les informations qui ont fait bouger le monde tout au long de la semaine. Vladimir Poutine a signé lundi la loi lui permettant de se présenter pour 2 nouveaux mandats à la tête du pays. Un acte qui l'autorise à se maintenir jusqu'en 2036. La loi avait été adoptée par le Parlement en mars après un référendum constitutionnel. Aux commandes depuis 2000, Vladimir Poutine a en 2 décennies réussi à éliminer toute concurrence politique dans le pays. À 77 ans, le président va débuter un 4e mandat. Un arrêt de la Cour constitutionnelle a jugé mardi irrecevable les recours d'opposants appelant à l'annulation du scrutin. Le 7 avril, le Rwanda commémore le 25e anniversaire du génocide de 1994
27 ans jour pour jour après le début du génocide des Tutsis au Rwanda, plusieurs hommages et cérémonies se sont déroulés mercredi à Kigali et à Paris, alors que la France a ouvert au public d'importantes archives liées à ce sombre épisode de l'histoire. Le président américain a présenté jeudi un train de mesures pour tenter d'encadrer la vente d'armes. La violence armée est responsable de la mort de plus de 40 000 personnes par an, dont plus de la moitié par suicide. Le prince Philippe, époux de la reine Elisabeth II, est mort vendredi à l'âge de 99 ans. Le palais de Buckingham a fait savoir que seules 30 personnes seront présentes à ses obsèques privées en vertu des règles sanitaires. Le prince Harry, qui vit en Californie après son retrait fracassant de la monarchie, sera bel et bien présent. La presse djiboutienne a fait un large écho samedi de la victoire de Ismaël Oumar Guelleh. Le président sortant a été réélu pour un 5e mandat de 5 ans avec 98,58% des voix, selon les résultats provisoires proclamés par le ministère de l'Intérieur. Les électeurs tchadiens étaient aux urnes ce dimanche pour la présidentielle. Le président sortant, Idriss Déby Itno, 69 ans, brigue un 6e mandat. L'opposition avait essayé de proposer une candidature unique contre le président sortant, mais la coalition n'a pas tenu. Point final, excellente soirée à toutes et à tous. Je vous retrouve demain dès 6h30. Dieu voulant.